Alors parlons aujourd'hui de Mona Ozouf et l'étude qu'elle a faite du questionnaire de l'Académie celtique du début du 19e siècle. Et j'ai sous-titré cette vidéo « Le celtisme, obstacle à l'unité nationale française ?» point d'interrogation. Alors, une académie celtique a été créée à Paris au début du 19e siècle à la demande du tout nouvel empereur français, autoproclamé Napoléon Ier. Les fondateurs de cette académie celtique en 1804, année du sacre de Bonaparte comme empereur, sont le Tourangeau Éloi Johannot, le Lorientais Jacques Cambry et le Rennais Michel-Ange Mangoury. Alors pourquoi celtique? Eh bien dans cet adjectif tiennent une déclaration de guerre, une foi, un programme, nous dit Mona Ozouf. La déclaration de guerre est à la tyrannie de l'antiquité gréco-romaine et à la secte dont Volney, un des membres les plus éminents de l'Académie, dira qu'elle ne jure que par Athènes, Sparte et Tite-Live. La foi en ce que Johannot appelle la progéniture celtique, l'idée que les Celtes sont à la tête de l'arbre généalogique de la nation française. Le programme en la recomposition, presque la reconquête des antiquités celtiques vraiment nationales. Voilà ce que dit Mona Ozouf. Cette citation de l'éminente historienne montre bien qu'il ne paraît pas saugrenu à cette époque de penser que les racines des Français pourraient bien être plus celtiques que romaines. La position d'un de leurs collègues, à Johannot, Cambry et Mangoury, M. de Breuvry, est beaucoup plus tranché. Et lui, il écrit « Mais sans entrer dans le détail des causes combinées qui produisirent dans nos mœurs quelques nuances que l'on pourrait considérer comme légèrement anticeltiques, on sent que si elles n'eussent pas eu lieu, le nom de peuple français serait ignoré. Nous serions encore celtes. » Alors sans pousser jusqu'à cette extrémité, on peut raisonnablement se demander pourquoi les Francs, et plus tard l'élite française, auraient tenu à imposer si opiniâtrement la civilisation gréco-romaine à la France. D'ailleurs, passons pour les Romains, mais les anciens Grecs ont-ils colonisé la Gaule? Quel lien y aurait-il avec les origines antiques des Français d'aujourd'hui? Pour faire la collecte des antiquités celtiques, Johannot propose de rédiger un questionnaire qui sera envoyé dans tous les départements de France. Lors de son investiture, il déclare « Il s'agit d'instruire une recherche en paternité et de reproduire l'histoire des Celtes. Mais comment ressusciter la mémoire d'un peuple dont les fastes n'existent pas? Les Celtes n'ont pas laissé de monuments d'écriture. Mais si les hommes passent, affirme le grand discours d'Éloi Johannot, du moins l'espèce humaine reste et transmet avec la vie aux individus de génération en génération le produit et le résultat des siècles passés. C'est la définition même de l'ethnographie. Ce questionnaire comporte 51 questions distribuées en 4 parties. La première sur le calendrier des campagnes françaises à partir du solstice d'hiver, c'est-à-dire Noël, et de l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire Pâques. La deuxième sur les grandes phases de la vie humaine, du berceau à la tombe. La troisième sur les monuments antiques. La quatrième sur les jeux, les contes, les saints, les sorciers et surtout la médecine populaire. La rédaction de ce questionnaire est confiée à Dulord et Mangoury. Le document n'apparaît pas étrange aux fonctionnaires territoriaux qui le reçoivent, ces administrateurs partisans de l'unité nationale, plus surpris par la résistance irrationnelle au temps révolutionnaire. Les hommes qui avaient fait l'immense pari de réinventer le temps ont bien dû convenir qu'il n'est pas une forme vide, et à admettre la force du lien qui noue tel jour particulier à tel usage particulier.
leur expérience immédiate même, c'est en 13 par exemple, qui s'achève si piteusement en l'an 1805, les préparait à la reconnaissance et au repérage des rites calendaires, écrit Mona Ozouf. Hein, c'est le calendrier républicain qui n'a pas pu s'imposer. Voici quelques exemples de questions. Hein. Y a-t-il des restes de la fête du pressoir ou de Bacchus? Y a-t-il de prétendus sorciers dans votre région? Y a-t-il des pierres auxquelles le vulgaire attribue la faculté de faire des miracles? Peu d'entre elles, ces questions, portent la marque de ce que Mona Ozouf appelle la folie celtique. Il est remarquable, admet-elle, qu'on n'y puisse trouver ni l'adjectif celtique, qu'il n'y soit pas fait mention des druides, à moins qu'on ne tienne pour telle l'évocation des assemblées nocturnes à la pleine lune. Les rédacteurs ont peut-être voulu rester neutres, ne prenant pas ainsi le risque d'influencer les enquêteurs ou de se voir accusés de celtomania, d'autant plus que Mangoury porte l'image d'un homme surtout attaché à la matière de Bretagne, champion d'un druidisme romancé, que son enthousiasme bardique amène à se préoccuper de la collecte des chansons. Mais il démontre pourtant de réelles qualités d'ethnographe en invitant les enquêteurs à observer le milieu sans a priori, notamment pour tout ce qui concerne les croyances populaires. Voilà la grande innovation du questionnaire, écrit Mona Ozouf, en conjuguant la croyance au présent, brisant la coalescence du passé et de la superstition. Celle-ci n'est plus le fruit de l'ignorance et de l'imposture. Il définit un vrai savoir, ce qui auparavant n'existait que comme assemblée de fantômes. Il le constitue en spectacle dense, articulé et vivant. C'est Mona Ozouf. Malheureusement, cette ethnographie française naissante ne fait pas long feu. L'Académie celtique disparaît en 1813, remplacée par la Société des antiquaires de France, peu ou pas intéressée par des préoccupations ethnographiques. Mona Ozouf affirme que l'Académie celtique est morte du cancer de la spéculation celtique, alors que le principal auteur du questionnaire, Mangoury, entendait précisément résister aux faciles séductions de la mode celte. Alors, qu'entend-elle par le cancer de la spéculation celtique? Que la celtomanie aurait phagocyté l'œuvre ethnographique En Marche, malgré les précautions prises par les auteurs du questionnaire? La mise à mort de l'Académie ne serait-elle pas plutôt due au fait que les administrateurs français auraient été de plus en plus déçus par les résultats de leur enquête? Dans l'idée première de ces administrateurs, le peuple devenu monument vivant a surtout l'intérêt d'être ce transparent derrière lequel on aperçoit le Gaulois des origines. Alors que ces enquêteurs font la découverte d'un peuple non républicain, ingrat au façonnement pédagogique, rebelle à l'inculcation civique, insoucieux des lendemains qui chantent, un peuple impopulaire, écrit Mona Ozouf. C'est un véritable choc psychologique général. Sur le sol français, réputé homogène, se dessinent les cantons civiques et inciviques, les pays dociles et les pays hostiles. La vie populaire vient donc d'être aperçue comme un obstacle. Mona Ozouf ne nous dit pas un obstacle à quoi, mais on peut logiquement comprendre que cette vie populaire française, terriblement diversifiée et anarchique, celle où perdurent les traditions celtiques, apparaît comme un obstacle à la nation unique. On peut même se demander si aujourd'hui encore la recherche des origines celtiques en France ne serait pas vue comme telle, puisque l'éminente philosophe historienne dénonce le difficile accès des archives de l'Académie celtique aux archives nationales. C'est elle qui le dit. Lors d'un passage à Paris
en février 2008, j'avais envisagé un moment de me rendre aux Archives nationales pour lire les résultats de cette enquête sur le milieu populaire du début du XIXe siècle. Mais Simona Ozouf elle-même a ressenti quelques obstacles, quelques mauvaises volontés à satisfaire sa demande de consultation de ces archives, qu'en aurait-il été d'un simple étudiant comme moi? Cet obstacle à la consultation de sources historiques ayant une grande valeur ethnographique ne peut qu'éveiller le soupçon. Nous cacherait-on quelque chose sur l'histoire de France? Par exemple, une omission inavouable concernant la résistance du celtisme populaire sous l'Ancien Régime dans certaines régions de l'Hexagone. Pourquoi a-t-on voulu si rapidement faire disparaître cette appellation d'académie celtique? Pourquoi a-t-on anéanti tout l'espoir de ce questionnaire de pouvoir enfin définir la réalité de la vie dans nos campagnes françaises au tout début du XIXe siècle? Finalement, j'ai renoncé à ma visite aux Archives nationales, me fiant à ces quelques pages des annales qui représentent déjà un début de preuve du bien fondé de ma problématique de thèse. Pour ce qui est des raisons plausibles de la disparition prématurée de l'Académie celtique, l'explication de Mona Ozouf me paraît plus raisonnable que celle de Joseph Riault, qui pense de son côté que ce seraient plutôt les textes quelque peu nationalistes et les délires linguistiques sur les origines de la langue bretonne du celtisant Théophile Malo-Corret de la Tour d'Auvergne, qui furent pour une bonne part à l'origine de l'invraisemblable celtolatrie qui sévit à l'Académie celtique de 1805 à 1814. C'est ce que dit Joseph Riault. Mais si la Tour d'Auvergne a apporté une chose essentielle dans la connaissance des populations celtiques, c'est bien celle d'avoir mis en évidence au crépuscule de la Révolution française que les oubliés, les sans-gloire, les Gaulois sujets étaient bien les dignes fils des Gaulois d'antan. C'est d'ailleurs ce qu'écrit Joseph Riault quand même. Dans son livre « Les origines gauloises » de 1801, la Tour d'Auvergne considère les Bretons d'Armorique comme les vrais descendants des anciens Celtes dans le continent de l'Europe. Eh bien, qui pourrait prétendre aujourd'hui que cette affirmation est fausse? Il a dit les vrais prétendants, il n'a pas dit les seuls. Pour ma part, je pense simplement que les mentalités celtiques ne s'arrêtent pas brutalement aux frontières du duché de Bretagne, mais on ne voit pas en quoi cet auteur, La Tour d'Auvergne, aurait pu provoquer plus que d'autres une curieuse celtolatrie au sein de l'Académie celtique, d'autant plus qu'il est déjà mort à la création en 1804. Mais surtout parce que dans les 51 questions posées par les rédacteurs du questionnaire envoyé dans les départements français, il est remarquable qu'on n'y puisse trouver ni l'adjectif gaulois, ni l'adjectif celtique, comme tient à le préciser Mona Ozouf. Ne peut-on penser que, déjà dès cette époque, l'accusation de celtomanie est devenue l'argument des centralistes à l'égard de l'historien qui s'intéresserait de trop près au celtisme, à l'héritage celtique? Cet argument-là reste le triste apanage des jacobins français qui n'ont malheureusement pas tous disparu en France. Comme historien, j'en sais quelque chose. Pourtant, que craignent les centralistes? Que Paris perde son privilège de capitale nationale? La ville lumière, si réputée dans le monde pour ses trésors architecturaux, aurait tant à gagner en valorisant les richesses culturelles régionales de son hexagone.